et ceux-là sont vraiment très sympas. Donc merci Comet de nous recevoir. Je m'appelle Cyril, je suis un des cofondateurs de TechRox qu'on a créé avec Francis Nappé, le CTO de Blablacar, avec Dimitri Bailly qui est le CTO des Furets et Nicolas Silberman qui était le CTO de 20 minutes et de Mediapart. En fait, on l'a fondé suite à une discussion qu'on avait tous les trois, enfin tous les quatre, où Francis commençait en nous disant, donc de Blablacar, en nous disant j'en ai marre parce que je vois Fred Mazzella qui échange énormément avec ses pairs, avec tous les autres CEO, et il avance à 300 à l'heure. Et moi, je suis obligé de galérer à me renseigner tout seul. J'échange très peu avec les autres CTO et c'est un vrai problème. Et ce constat, en fait, il était partagé par nous quatre. Et on s'est dit, c'est pas normal, il faut qu'à un moment, si on veut, nous, tech et CTO, tech manager, avoir plus d'impact sur l'entreprise, plus d'impact sur les décisions, il faut qu'on soit meilleur. Et pour être meilleur, il faut qu'on discute plus entre nous. Donc c'était la genèse de TechRox. On a commencé avec un gros événement l'année dernière qu'on appelle entre nous le Big, qui aura lieu cette année le 6 décembre. Donc si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un événement qui est payant. C'est assez rare pour les événements tech. Mais en fait, on le fait parce que d'une part, ça nous permet de financer plein d'événements pendant l'année. Et d'autre part, ça nous permet d'avoir le choix sur le programme. C'est-à-dire que sur le programme, a priori, il n'y a pas de partenaire. Le fait d'être partenaire ne vous donne pas accès à une conférence. Donc le choix des confs est vraiment fait de façon pour vous, pour les visiteurs. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est une vraie problématique pour tous. En tout cas, quand on commence à gérer des équipes tech, c'est comment est-ce que je fais pour passer de 0 à 10. Il y a plein de sujets super intéressants, passer de 0 à 10, passer de 0 à 10 millions. Je vous invite à regarder. Même pour les CEO, là, on va le faire pour des CTO, il y a beaucoup moins de texte dessus. Et c'est génial parce qu'on a deux CTO de belles boîtes, de Brigade et de Comet, qui ont accepté de prendre un petit peu de leur temps pour échanger avec nous et qui vont revenir sur ces phases de vie où ils ont commencé tout seuls, où ils sont passés jusqu'à 10 personnes et maintenant ils en gèrent encore plus. Et donc ils vont revenir avec nous là-dessus pour nous dire un peu tous les pain points, toutes les difficultés qu'ils ont eues, tous les conseils qu'ils auraient aimé se donner. En fait, ce qu'on leur demande, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé vous dire il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand vous étiez au début de cette aventure. Et donc, je voulais vraiment les remercier, donc Arnaud et Jean qui sont là-bas, pour le temps qui passe et l'aide qu'ils vont nous fournir à tous. Ils vont chacun parler à peu près 20 minutes. On fera les questions-réponses après, comme ça ils pourront répondre tous les deux, ce qui va nous permettre d'avoir 2 points de vue différents. Questions-réponses, et après on a un petit buffet pour grignoter et échanger entre nous. Pas dans le buffet, n'hésitez pas à échanger, à rencontrer de nouvelles personnes, à aller vers les autres, parce que c'est en se connaissant mieux tous ensemble qu'on sera tous plus forts. Donc voilà, je vais passer la main à Jean. Merci Jean de ton temps. Et non, le bouton droit ne marche pas. Est-ce que c'est bon pour le volume? Ok, super. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Jean, je suis cofondateur, CPO et CTO de Brigade.co. Brigade, on est une plateforme qui met en relation des indépendants dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du retail avec des entreprises de ce même secteur pour des missions de courte durée. Donc le fonctionnement est assez simple. Vous êtes un restaurateur ou vous gérez un shop et vous avez besoin d'un vendeur ou d'un serveur ou d'un barman. En quelques minutes, vous allez faire votre demande sur Brigade et on va vous trouver la meilleure personne qu'on a qualifiée nous-mêmes pour effectuer cette mission. Et on gère comme ça des missions allant de quelques heures à quelques jours et quelques semaines
pour des remplacements ponctuels ou des pics d'activité sur des activités très saisonnières qui sont donc dans ces industries. Donc on fournit simplement un website et une application mobile qui permet donc d'un côté de justement passer ses demandes et de l'autre côté de recevoir des missions. Donc on permet à des milliers d'indépendants chaque mois de recevoir des missions directement dans leur smartphone avec les meilleurs établissements de l'hôtellerie, de la restauration et du retail. Et du coup aujourd'hui je suis venu vous parler c'est 100% expérience. Comme dit Cyril et les autres cofondateurs de TechRox, c'est no bullshit. Et c'est de vous parler simplement de mon parcours en tant que CTO depuis le début de Brigade. Début de Brigade, c'était il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, donc il y a pas mal de temps qui s'est passé depuis et de belles histoires à raconter ce soir. Et du coup, les 4 stages un petit peu que moi j'ai voulu référencer ce soir et détailler, c'était premièrement l'aspect un peu développeur au début quand on démarre, donc on fait un peu tout. Après le côté un peu plus lead développeur slash product manager, architecte manager et enfin véritablement le métier de CTO qui est plus orienté sur de la strat et moins de l'opérationnel quotidien. Alors qu'est-ce que je voulais dire par développeur C'est qu'au début quand on démarre, en général on est bien souvent le seul tech guy de la boîte. Si on est avec d'autres associés qui ont plus des profils business ou market ou financier ou peu importe. Et du coup on est en charge de tout, y compris la configuration du Wi-Fi. C'est pas forcément un grand plaisir. Et du coup, nos missions, c'est quoi au début? Forcément, ça va être définir la stack technique, ce qui peut être beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait bien imaginer. Parce que par exemple, la stack sur laquelle on a l'habitude de travailler, c'est pas forcément la meilleure stack pour son projet. Donc il y a un petit travail aussi de benchmark, de montée en compétences. Le tout dans un écosystème qui va très vite, puisqu'on est là pour démarrer le plus vite possible. Après tout, c'est le but d'une startup. Et du coup, il y a pas mal un premier travail qui est important et on va pas forcément choisir sa stack technique en fonction de notre affinité avec, mais avec des critères beaucoup plus terre à terre. Nous, par exemple, on fait du Node.js côté back-end et on fait du React Native et du React.js côté front-end. Et pourquoi on a fait ça? C'est pas parce que je suis un fervent défenseur du Node.js en soi. Moi, j'ai fait plein d'autres technos avant. J'ai fait du C++, du Java, du PHP, du Python. Du Go, je suis un grand amateur de Go, mais j'ai choisi une Node pour une raison très simple, c'est que c'est très simple à recruter en Node. Voilà. Et ça, on n'y pense pas forcément au tout début, mais quand on se dit que si son projet va être successful, forcément, il faut se dire je vais devoir recruter une équipe, et du coup, sur quel type de techno je peux recruter facilement. Et je connais quelques potes qui ont monté des boîtes, par exemple en faisant du Scala, parce qu'ils adoraient le Scala, ça coûte très cher, et c'est un tout petit marché, c'est très dur de recruter, et maintenant ils regrettent amèrement. Ils ont codé déjà des milliers et des milliers de lignes de code et ça fait un petit peu mal de devoir tout recommencer quand on est au tout début d'une aventure. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Je l'ai mis en premier parce que franchement, c'est le choix le plus stratégique que vous allez vous faire et il va vous suivre pendant des années. Puis ensuite, après, c'est être pragmatique, hein, donc c'est-à-dire pas trop anticiper, se focuser sur release fast parce qu'au final, c'est ce qu'il faut faire, c'est le plus important. Et là-dessus, en vrai, je peux faire de dessin. Il y a des milliers de SaaS qui existent sur Internet. Il faut les utiliser à bon escient. Et il y a Zapier pour vous aider à colmater un petit peu tout ça. Et ensuite, après, alors forcément, comme on est tous des passionnés de tech ici, on va avoir à cœur de ne pas faire de dette technique. Mais soyons honnêtes, quand on est tout seul et qu'on doit tout faire, on ne peut pas non plus se battre sur tous les fronts. Et en final, au début, on est tout seul, donc on fait un peu ce qu'on veut. Donc assez peu de process, on est assez libre. Et du coup, ça nous permet d'aller assez vite, mais on ne va pas pouvoir aller forcément très loin. Ce qui m'amène justement à la deuxième un peu phase, qui va être, cette fois-ci, je commence à développer une petite équipe avec quelques développeurs. Et du coup, par conséquent, je vais déléguer une partie des tâches, donc toutes les tâches qui vont être relativement liées au développement des fonctionnalités. Et moi, je vais pouvoir passer plus de temps sur d'autres casquettes qui vont être plus là pour gérer soit des choses à, entre guillemets, plus forte valeur ajoutée, plus d'impact ou plus challenging, mais c'est surtout à faire grandir cette équipe. Et comment on fait grandir l'équipe? C'est premièrement en faisant soi-même les recrutements, parce qu'on est la meilleure personne en interne pour les faire. Moi, pour la petite anecdote, quand on avait fait notre deuxième levée de fonds de 2 millions d'euros, j'ai fait passer plus de 100 entretiens à la suite pour staffer mon équipe technique. Et je passais le plus clair de mon temps à faire ça. Parce que recruter, c'est avant tout un travail fastidieux. Il n'y a pas de, malheureusement, il y a pas de solution miracle, surtout sur Paris. Donc, il faut être plus malin que
les autres boîtes sur la scène des startups parce qu'on n'a pas forcément le plus gros compte en banque. Donc on n'est pas forcément capable de s'aligner sur les salaires des copains. Et du coup, il faut quand même avoir des talents en interne parce qu'il faut quand même qu'on développe notre produit. Après tout, on a levé pour ça. Donc il s'agit de le faire maintenant. Et du coup, voilà, c'est beaucoup de sourcing, c'est avoir un comportement assez opportuniste. Donc pro tips, nous on a décidé de ne plus recruter à Paris, ou du moins quasiment plus. Et je pense qu'en vrai, c'est une des bonnes pistes à privilégier maintenant. Mais bon, maintenant, on est 17 dans l'équipe produit et technique. Donc maintenant, on se permet de pouvoir se dire qu'on va ouvrir de nouveaux bureaux pour l'équipe technique et produit. Donc en tant que lead développeur PM, sous notre casquette CTO, on va justement gérer un peu plus le day-to-day des développeurs, mais sans forcément participer autant à l'opérationnel qu'on faisait avant. On va écrire les specs produits en général, hein, c'est ce qu'on va commencer à faire, parce que forcément on délègue du travail, donc il faut l'organiser, et qui dit organisation dit souvent spécification. Et ensuite, après, comme je disais tout à l'heure, on va plus gérer les chantiers un peu plus chauds, tout ce qui est la partie de tooling, un peu DevOps aussi pour les développeurs, donc c'est nous qui allons se coltiner. Et surtout, commencer à définir des process, parce qu'avant on était tout seul, donc on faisait ce qu'on voulait, mais maintenant il faut commencer à réfléchir à mettre des process avec les développeurs pour organiser le travail, s'assurer que tout le monde travaille un peu avec les mêmes méthodologies, qu'il n'y ait pas de franc-tireur, commencer à mettre aussi des stratégies de test si on a une équipe qui est suffisamment grosse pour commencer à se le permettre, etc., etc. Ensuite, après, encore une fois, donc moi c'était un peu quand j'ai commencé à dépasser les 5 développeurs et avoir un product manager. Moi, je gère les deux aspects, hein. Je gère le produit et la tech, hein, chez Brigade, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais ça, c'est de par mon background. Et du coup, on continue de recruter, hein, parce que c'est toujours la même logique, hein. On doit construire le produit, on lève des fonds, on accélère, on a toujours besoin d'avoir de plus en plus de développeurs. Ça ne s'arrête malheureusement jamais. Après, on peut passer par des solutions comme Comet pour aller beaucoup plus vite, si on a le budget qui va avec. Je rigole. Et là, on commence à passer beaucoup de temps en tant que manager. Moi, personnellement, c'était assez terrifiant. C'est que j'ai tenu tout seul en tant que manager jusqu'à 12 personnes. Et c'était honnêtement une connerie. Parce qu'en gros, mon objectif, j'étais toujours très concentré sur recruter, sur faire en sorte que les mecs ne veulent pas se barrer. Parce que forcément, quand on a un manager qui est peu présent, je ne vous fais pas un dessin. C'est que ça marche jusqu'à son point de rupture. Et déjà qu'on galère à recruter, alors si en plus le mec se barre, je vous fais pas un dessin. C'est la boucle qui ne s'arrête jamais. Et du coup, après, forcément, qui dit 5-6 développeurs, 7-8 développeurs, on va commencer à devoir les mecs commencent à coder vite, on va commencer à avoir des petits problèmes d'architecture aussi. Donc, il faut qu'on soit aussi présent et disponible sur ces problématiques-là. Et le problème, c'est que entre votre travail de manager, de recruteur, et en plus d'architecte qui demande de prendre le temps de plonger un peu dans les sujets, c'est pas forcément une équipe qui est très facile à gérer et qui est pas forcément très agréable. Et du coup, ça demande beaucoup d'organisation de votre côté pour allouer du temps à chacune de vos tâches, qui sont des tâches assez, je ne vais pas dire fastidieuses, mais qui prennent du temps. Et continuer à travailler les process. Moi, pour le coup, j'ai eu un management très collaboratif, dans le sens où j'ai toujours essayé, sur ce type de taille d'équipe, hein, à avoir un consensus des décisions qu'on prend systématiquement. Et au final, je veux dire, les développeurs, en étant des gens très passionnés et des gens qui aiment bien travailler dans de bonnes conditions, ils sont relativement force de proposition pour résoudre leurs propres problématiques. Et du coup, c'est relativement agréable de travailler avec eux sur justement faire en sorte de comment on travaille mieux pour être plus productif et produire du travail de meilleure qualité. Et enfin, donc je sais que ce soir, c'était le topic, c'était de 0 à 10, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant pour vous d'avoir un peu la continuité. Aujourd'hui, nous, comme je le disais tout à l'heure, on est 17 sur la partie produit et tech. J'ai un head of engineering et un head of product. Et ensuite, ils se divisent l'équipe engineering et l'équipe produit. Et du coup, moi, mon job maintenant, c'est plus du tout d'opérationnel, plus de management non plus. C'était sympa aussi. Et vraiment se focaliser sur. Moi, je travaille sur la stratégie de la boîte avec mon associé, la stratégie à moyen et à long terme, et comment on aligne une roadmap produit, une roadmap technique par rapport à cette stratégie, à cette vision. Donc ça va de par rapport à ce qu'on entre guillemets nous avons vendu à nos investisseurs et à notre stratégie, et justement derrière découler quelque chose de pragmatique, constituer l'équipe, donc avec mes deux managers, mes deux heads,
et ensuite après faire travailler tout ce petit monde. Pareil là-dessus, beaucoup d'organisations techniques, relativement déléguées, mais je participe toujours parce que comme je gère les deux branches, au bout d'un moment, il faut quand même qu'ils communiquent un peu ensemble. Donc je suis la personne interne qui fait en sorte qu'ils bossent avec une bonne synergie. Beaucoup de company branding, parce que faut continuer de recruter, mais du coup, on commence à avoir une certaine légitimité et il faut du coup faire exactement ce que je fais ce soir pour faire un peu parler de soi et favoriser toujours à faire grandir l'équipe et grandir la boîte. Donc, je disais, déléguer le management et déléguer du coup l'ensemble des opérations. Et maintenant, il y a un petit sujet, je ne vais pas dire la légitimité, mais il y a un petit sujet, on commence à recruter des mecs meilleurs que soi, c'est quand même le but du recrutement, quand on commence à avoir les moyens pour. Et il y a un petit sujet, se réinventer. Avant, j'étais relativement confiant pour prendre des décisions techniques. Maintenant, on gère beaucoup de problématiques techniques assez variées qui vont de l'optimisation de base de données à est-ce qu'on passe sur GraphQL pour l'API, à il y a React Native qui sont en train de péter toute leur API, est-ce qu'on fait la migration maintenant ou pas. Vous doutez bien que je ne suis pas une API à réponse. Du coup, je ne suis pas capable de dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Donc là, il faut aussi un peu se réinventer et justement trouver le juste équilibre de comment ne pas faire trop de top-down, mais comment faire en sorte que les choses avancent toujours dans la direction où on souhaite qu'elles avancent. Et ça, c'est vraiment un travail quotidien. Je ne l'ai pas dit, mais sur chacune des étapes, à chaque fois, on se réinvente énormément, hein, comme vous avez pu le voir. Suivant vos parcours, parce que moi, je suis personnellement très jeune, après, il y en a qui ont plus d'expérience que moi peut-être, mais moi, j'ai eu la chance avant de faire quand même pas mal de jobs en startup avant à différentes positions, donc je savais un petit peu comment me positionner à chaque fois. Mais voilà, il faut se réinventer, il faut savoir comment être utile pour le projet, pour l'équipe, et comment faire graviter tout ce beau monde dans la bonne direction. Voilà, j'espère que c'était intéressant. J'ai été volontairement assez concis. Comme ça, si vous voulez qu'on développe plus pendant la session de questions et réponses après, ça sera avec plaisir. Et après, avec une bière et quelques chips. Bonsoir à tous. Oh là, je ne retrouve pas du tout mes petits là-dessus. Je peux pas avoir ça un peu plus grand. Désolé, j'ai des notes. Ok, parfait. Bonsoir à tous. Du coup, je suis très heureux de vous accueillir chez nous à Comet. À tous et à toutes d'ailleurs. On est Comet, c'est une boîte qui a un peu moins de 2 ans. On fait quelque chose de très similaire que de Brigade. On met en relation des freelances tech et data avec les meilleures missions du marché. Beaucoup avec des grandes entreprises. On travaille aussi avec des startups. En fait, on a développé une application web avec un dashboard côté client qu'on va transmettre à nos clients. Et les freelances sont regroupés autour d'une application web aussi et ont accès à un Slack sur lequel ils peuvent venir échanger. Donc en fait, notre stratégie, c'est vraiment de construire une communauté, d'animer cette communauté, de créer de l'échange entre ces freelances, lutter un peu contre la solitude des freelances et en fait de proposer à nos clients un outil sur lequel ils peuvent déposer leurs besoins et nous, on va matcher, donc il y a une vraie techno derrière de matching, on va matcher en fait les meilleurs freelances avec les meilleurs besoins tech et data en France, puis demain en Europe. Donc moi je suis Arnaud, je me suis pas présenté, si je me suis présenté, bon j'ai oublié, mais Arnaud, donc je suis cofondateur et CTO aussi de Comet. J'ai créé, quand on m'a parlé de cette présentation, j'ai trouvé ça assez cool et j'ai pensé un peu la présentation, donc c'est assez complémentaire avec ce que Jean a fait. Je suis beaucoup moins dans la timeline de ce que j'ai vécu, mais si j'avais pu me parler il y a à peu près 1 an et demi, quand on a commencé à construire la Team Tech à Comet, quelles sont les idées que j'aurais aimé qu'on me transmette. Et donc j'ai regroupé ces idées. Il y a 3 idées vraiment structurantes, puis la dernière c'est un peu un fourre-tout, je vous l'accorde. On verra ça. La première idée c'est, on ne s'est pas concerté avec Jean, mais la première idée c'est la stack technique. Ça paraît assez basique de choisir une stack technique, mais c'est un peu le b.a.-ba de l'histoire tech. Choisir une stack technique, c'est globalement, j'ai essayé de regrouper les 4 idées principales de qu'est-ce qu'était une stack technique, une bonne stack technique selon moi, un bon choix de stack technique. Euh, Moi, je considère que c'est en effet, il y a une contrainte sur l'aspect business qu'il faut respecter, sur le scaling. Donc, c'est une technologie qui peut scaler, qui d'un point de vue business est adaptée. Nous, on fait du web, mais il y a des questions de mobilité. Quand on parle de mobile, en général, est-ce qu'on fait du natif, est-ce qu'on fait du React Native ou des trucs comme ça? C'est des questions d'un point de vue business qui sont importantes. La communauté de la stack est importante.
Donc en gros, on peut recruter facilement. On parlait de Node.js, c'est la même raison pour laquelle on a choisi de travailler sur du JavaScript aussi. Et en gros, c'est une technologie qui a la possibilité de scale. Dans ma précédente boîte, j'ai fait beaucoup de mobile dans ma vie, et dans ma précédente boîte, j'avais une passion fervente pour le Swift, et j'étais rentré un peu dans une guerre personnelle de me dire, et si on faisait le back-end en Swift, parce qu'il y avait Vapor, pour ceux qui ont vu, Vapor, c'est un serveur web qui permet d'exécuter du Swift au lieu de faire du JavaScript. C'est une idée de merde, pour être très honnête. Donc on l'a pas fait finalement, mais ça me brûlait, ça me brûlait. C'est une idée de merde parce que d'abord on ne sait pas si ça scale. Je vois quelqu'un qui rigole. Je pense qu'on est. Je sais pas si je suis le seul à avoir testé ça, mais en gros, le recrutement est hyper compliqué. Les profils Swift, c'est des profils qui coûtent une fortune. Le serveur web, il tourne uniquement sur Ubuntu, donc ça vous force à faire des choix de back-end et d'infrastructure qui sont compliqués. Et en plus, la communauté de développeurs en Swift, c'est compliqué, ça coûte cher, elle est très faible, elle est petite. Et puis, il n'y a aucune justification business qui peut imposer en fait de faire un back-end web en Swift. Voilà. Ça, c'était un peu mon exemple de pourquoi choisir une bonne stack. Nous, ici, on a choisi une stack en JS. Ça nous permettait d'avoir des front-end et des back-end full stack au début, puis ensuite, on a constitué les équipes un peu plus front-end et un peu plus back-end. Et du coup, on a pu passer d'une team de 2 à une team de, aujourd'hui, on est 17, en essayant de jongler et en permettant à des front-end très empathiques vers l'utilisateur, très interface, et à des back-end très proches de l'API, base de données, etc., d'avoir en fait d'un échange de compétences. Et en fait, grâce à ça, on a aujourd'hui des gens qui sont back-end qui font du front et des fronts qui font du back-end. En fait, ça permet d'avoir un échange de compétences parfait entre ces différentes teams. Et donc, on reste jamais bloqué. La deuxième idée hyper importante, c'est le recrutement, encore une fois. Le recrutement, moi, je le décris comme étant mon repos personnel. C'est-à-dire, recruter les bonnes personnes dans une équipe, c'est essentiel pour le projet. Et c'est, comme disaient Jean, moi, je ne suis pas une API à questions. Je n'ai pas réponse à toutes les questions qu'on peut me poser. Et en fait, en recrutant des gens solides et des seniors, ça nous permet de se reposer sur des compétences très solides. Ça paraît basique, mais on fait souvent le choix de l'économie au détriment de la compétence. Et je pense que ça, c'est une grosse erreur. Donc, il y a plusieurs idées que j'ai retenues. La première, c'est quand on a commencé à recruter à Comet, on m'a dit ici, notre processus de recrutement, c'était ce qu'on avait créé pour les autres métiers, c'était de faire 2 jours d'immersion. 2 jours d'immersion, c'est des journées de 10h à 17h au bureau. Et moi, j'ai dit, on va faire un test technique, on va faire un test un peu soft skills, donc humain. 2 jours d'immersion, c'est trop, le marché est extrêmement tendu, on ne recrutera pas si on fait ça et nos concurrents vont nous prendre tous les profils. Et en fait, on s'est rendu compte que moins on challengeait les candidats en entrée, et plus on intéressait les juniors et les gens qui étaient en recherche d'emploi. Or, on est dans un domaine où en fait les meilleurs talents ne sont pas en recherche d'emploi, ils sont intéressés par le challenge. Quand j'ai écrit cette slide, pardon, je prenais l'exemple des tests de Google. En fait, moi je connais des gars qui font les tests de recrutement de Google, non pas pour être embauchés chez Google, mais juste pour savoir s'ils peuvent réussir les tests de recrutement de Google. Et j'aime bien cette idée parce que en fait, ça montre que quand on cherche vraiment des A-players, c'est un livre de recrutement qui décrit ça, ça s'appelle Woo, The A Method for Hiring, si vous ne le connaissez pas, c'est très intéressant. En fait, il décrit les bons profils comme étant des A-players, et les A-players, c'est le top, c'est le gars qui se lève à 6 heures, dans sa douche, il pense aux problèmes de Comet, il arrive au matin au bureau, il challenge les problèmes, il repart, il est hyper galvanisé par l'aventure, il a envie, il est senior, il nourrit tout le monde de sa connaissance. Enfin, c'est le type parfait, quoi. Et donc, en fait, pour avoir ces gens-là, bah, on a revert cette technique en fait, j'ai revert mon choix de ne pas faire l'immersion. Et aujourd'hui, tous nos développeurs sont passés par ce process-là. Et on se retrouve avec des gens bien plus motivés. Il y a des gens qui ont émis des doutes sur l'immersion. Et au final, les gens qui sortent du funnel, on est hyper contents parce qu'en fait, c'est souvent les plus motivés, seniors comme juniors. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup appris grâce à ça. Donc n'ayez pas peur de challenger les développeurs quand vous les rencontrez. Une autre phrase qu'on se répète souvent ici, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Recruter des gens quand on est une petite équipe, c'est critique et c'est vraiment extrêmement important pour la culture et la structure de la team de demain. Et souvent, on se dit, ah, j'ai besoin de 2 back-ends, par exemple. J'en ai un là qui est dans le pipe, il est mûr, il a fait tout le truc, il a fait l'immersion, ça m'a pris 2 semaines, etc.
il est quasiment là, lui, il est hyper chaud, mais il y a un truc, il y a peut-être un loup, je suis pas sûr, j'ai un doute. Et en fait, la réponse à cette question, c'est en fait, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est trop critique. Les gens moyens, au début de l'aventure, quand je dis les gens moyens, ça peut être des gens très bien dans leur vie professionnelle, dans d'autres boîtes, mais s'ils sont moyens par rapport au projet, ils sont extrêmement toxiques parce qu'en fait, ils limitent la capacité de la team à être challengeante, particulièrement quand vous recrutez au début de l'aventure. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une petite équipe, si moi je suis un mec super senior et que je me pose la question de rejoindre cette équipe, ce que je regarde, c'est la capacité, c'est l'asset, c'est le bijou en fait qu'il y a derrière et de me dire est-ce que j'ai envie de rejoindre cette équipe, est-ce que j'ai envie de bosser avec ces gars, est-ce que j'ai envie de vivre l'aventure avec ces gars. Et si la team est moyenne ou comporte des éléments qui sont un peu moyens, médiocres, désolé, c'est pas très sympa, mais il y a des gens qui sont très bien ailleurs et qui sont médiocres potentiellement dans d'autres boîtes. Si on construit une team de gens médiocres, en fait, on tire le niveau vers le bas et on se prive de certains talents. On l'a pas observé, mais on s'est souvent posé la question, est-ce qu'on transige, est-ce qu'on cherche un collègue, ou est-ce qu'on cherche quelqu'un qui va vraiment challenger le truc et pousser la boîte. Et en fait, on s'est dit, on recrute que des gens qui poussent la boîte. Une autre idée, assez liée à celle-là, mais quand même assez différente, c'est la notion de seniorité et de juniorité. Alors, ne me challengez pas sur les chiffres, c'est du pur gut feeling. J'ai pas fait de calcul scientifique, mais j'ai souvent observé, et on a eu le cas, certes, un stagiaire ou un très grand junior, ça coûte pas cher, et ça produit pas comme un senior. Et au début de l'aventure, on a besoin de gens qui challengent techniquement, l'équipe et les process internes, Jean le disait, qui font bouger les choses et qui construisent en fait une culture. Et les juniors ne sont pas capables de ça, ils sont souvent là pour être entraînés et apprendre. Et en fait, ce qui vaut mieux d'expérience construire, ça pour le coup on l'a expérimenté, c'est qu'il vaut mieux construire un noyau de seniorité et ensuite embaucher des juniors qui vont challenger les seniors. Donc en fait, ça rend les seniors plus mentors et professeurs, et donc du coup ils s'améliorent et ils se structurent, et ça rend les juniors seniors beaucoup plus vite. Et donc en fait c'est très vertueux et ça permet à la team de grandir très vite. Donc ça c'était une autre idée. Et les scorecards, j'ai mis simple parce qu'en fait dans Woo, le même livre, ils définissent une méthode de scorecard. Donc en fait la scorecard c'est un document qui décrit la mission d'un développeur. Alors on sait tous globalement à quoi sert un développeur, il n'y a pas besoin de challenger ça. En revanche, quelle est la différence entre un senior et un développeur classique, donc intermédiaire? Ça c'est beaucoup plus difficile à définir. Et écrire des scorecards, ça permet en fait de savoir est-ce que les profils que j'ai en face de moi, c'est plutôt des seniors, est-ce que c'est plutôt des juniors? Ça définit des logiques de salaire derrière, des logiques d'évolution, mais ça définit aussi des logiques de qu'est-ce que je demande à qui en fait. Est-ce que je demande du mentoring? Nous, chez nous, les seniors, ils ont une charge de mentoring, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent aider les gens qui sont un peu plus juniors. Ça, il ne faut pas le demander à n'importe qui, il y a une manière d'identifier ça. Donc en fait, je vous laisserai diguer un peu plus là-dessus sur les scorecards. Donc allez sur Google, il y a plein d'exemples. J'ai mis simple, c'est vachement important parce qu'il y a des modèles extrêmement complexes. Et si c'est trop compliqué, c'est chiant à faire et on ne le fait pas. Donc voilà. Ensuite, la troisième idée, c'est la notion de culture interne et la notion d'habitude. C'est vachement important parce qu'en fait, quand j'ai écrit cette slide, ce passage, je pensais au Titanic. Et je me disais, si le Titanic il commence à couler, en fait, le Titanic il a coulé parce qu'il était mal conçu. Pourquoi? Alors, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais de ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, dans la coque, il y avait des caissons, et puis ces caissons étaient hermétiques les uns par rapport aux autres. Donc, s'il y avait un trou quelque part dans la coque, un caisson se remplissait, mais les autres restaient pleins d'air, donc du coup, le bateau flottait. Sauf qu'en fait, quand ils ont conçu les caissons, ils ont fait un truc qui communiquait en haut, en fait. Donc, en gros, si l'eau montait au-dessus d'un certain niveau, il se déversait dans un autre caisson, puis un autre caisson, puis un autre caisson, puis à la fin, le bateau coule. En fait, ça, c'est un problème de conception. Alors, je ne suis pas ingénieur, hein, je ne vais pas challenger les gars qui ont fait le Titanic, mais c'est un problème de conception. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, créer des process internes et des habitudes solides, ça se fait avant la tempête, en fait. On ne peut pas fixer le Titanic au moment où le bateau commence à couler, et on ne peut pas fixer une team au moment où, en fait, la charge devient énorme et où les problèmes arrivent. Et donc, c'est vachement important parce que ce que je veux dire par là, c'est en fait, il faut faire des itérations de process. Enfin, moi, je conseille de faire des itérations de process et de créer des process en amont avant que les problèmes arrivent. Et ça se fait dès le premier jour. Créer de la CI, par exemple, pour être plus concret, faire du continuous deployment, utiliser les bons outils, faire des merge requests, faire de la documentation, écrire des tests techniques, c'est des choses qu'on fait au premier jour. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire après un an. Parce que quand vous avez écrit 10 000 lignes de code, documenter les 10 000 lignes qui ont été écrites, même si c'est peu utile, mais en tout cas, documenter la code base existante quand elle a un an, c'est vachement plus compliqué que de le faire au premier jour. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on ne le fait pas. Et cette dette
techniques, elles s'accumulent et elles se comblent jamais. Et si un jour vous voulez dire, OK, stop, on arrête tout, et on va écrire de la doc maintenant, ou faire des tests unitaires ou des tests fonctionnels, en fait, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est beaucoup plus coûteux, et ça devient un vrai problème. Donc, en créant des habitudes simples au début du process, en fait, ça permet de scaler la team sur des habitudes saines et solides. Et quand on recrute des gens, on les onboard dans nos habitudes, c'est beaucoup plus simple que d'onboarder des gens, onboarder des gens, avoir des caissons qui communiquent les uns avec les autres, le bateau commence à tanguer puis il coule, et là on se dit, ah merde, en fait c'était un peu couillon, il aurait fallu mieux qu'on fasse ça comme ça, si on l'avait fait avant, ça aurait été quand même tellement mieux. Et voilà, en gros, donc les habitudes se créent au début, parce qu'après, une fois que le run commence et que la tempête arrive, on n'a plus le temps de repenser nos habitudes. En gros, je disais aussi use existing method. Je pense qu'on a trop tendance à essayer de réinventer les métiers, à réinventer les choses. Si on navigue un peu sur Internet, on trouve énormément de données et de choses qui existent et qui sont cool. Et en fait, le but, c'est d'abord de créer une méthode et un process qui fonctionne, et après de l'optimiser avec des trucs nouveaux, voire l'agilité, entre guillemets, c'est un peu ça, c'est aussi s'adapter aux problèmes qu'on rencontre et faire évoluer les process et la team en fonction des problèmes qu'on rencontre. Mais on ne le fait pas au début, en fait. D'abord, on crée un process et ensuite, on l'étudie. Donc, la rétrospective, par exemple, nous, on l'a beaucoup utilisé, on le faisait tous les mercredis. Et le but de la rétrospective, c'est d'avoir un Hall of Shame, un Hall of Fame. Et on avait le fameux Today I fucked up. Et on lisait, en fait, chaque jour, quelqu'un avait fucked up un truc et nous disait, bah voilà, la semaine dernière, j'ai fait une mise en prod, la pipeline a cassé, j'ai fait un push force, je sais pas quel truc j'ai fait. Et en fait, le truc a planté, puis pendant 24 heures, il n'y avait plus de site. Ou ce genre de truc. Bon, voilà, je m'excuse, mais comment on fait pour que je me retrouve plus dans cette situation? Et c'est en itérant comme ça sur nos habitudes qu'en fait on a construit les meilleures habitudes, etc., etc. Voilà. Et ensuite là c'est la partie un peu plus random d'idées que je trouvais intéressantes à partager avec vous. La première c'est moi j'entends souvent des CTO qui construisent des équipes et qui se demandent à quel moment je dois arrêter de coder. En fait je crois qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de moment parfait et chaque boîte a son CTO et ses problèmes. Moi, j'ai fait plusieurs allers-retours, des moments où je codais, des moments où je codais plus. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé pour savoir si j'étais en train de faire quelque chose qui avait du sens, c'était est-ce que ce que je suis en train de faire est la chose la plus importante que je puisse faire moi pour commettre? Est-ce que je peux être remplacé par quelqu'un d'autre? Et en fait, quand on parle de recrutement, par exemple, bah, définir les tests techniques, c'est à moi de le faire, alors que coder des features, bah, c'est pas vraiment à moi de le faire. Donc quand vous arrivez à jongler entre votre workload de bah, je peux développer des features et accessoirement, là, pendant une heure, je vais créer un test technique ou je vais faire tel scorecard, etc. En fait, ça va quand ça devient ingérable et que vous devenez un bottleneck de l'exécution, c'est-à-dire qu'en rétrospective, vous prenez des tâches en disant ah bah oui, ça, je vais le faire, cette semaine, je m'en occupe, c'est sûr. Et qu'en fait, la semaine d'après, on vous demande est-ce que c'est fait? Ah bah non, parce qu'en fait, j'ai écrit des scorecards, j'ai fait des trucs à côté. C'est que vous commencez à devenir En fait, il faut passer la main parce que coder des features n'est plus le truc le plus important que vous puissiez faire pour la boîte et pour la team. Structure la team, not too soon. L'idée qu'il y avait derrière, c'était le management. En fait, moi, je vois ça comme quelque chose qui vous détache de l'opération. Si vous créez du management, c'est parce que vous êtes débordé par la gestion des humains. Donc, c'est quand on commence à grandir. Il y a une règle que j'avais entendue, je ne sais pas si elle est réaliste, mais on considère qu'au-delà de 5 direct reports, donc de gens en direct, ça commence à faire beaucoup pour un humain et il devient manager à plein temps. Je pense que c'est un bon ratio. Il y a des gens qui sont probablement meilleurs que moi, mais moi j'ai expérimenté ça, c'est à peu près un bon ratio. Au-delà de 5 personnes, ça devient très compliqué de ne pas avoir de relais et d'être un manager, de pas être un manager à temps plein. Et donc en gros, mais le problème c'est que structurer la team, c'est aussi vous éloigner du terrain, vous éloigner des vrais problèmes. Et quand on est une startup, eh ben, le CTO, il a pas vocation à être dans une tour d'argent. Et donc il faut qu'il soit aussi hands-on. Donc en fait, voilà, structurer la team c'est important, mais pas trop rapidement. Le faire que quand on a des vrais problèmes qui arrivent de gestion de l'humain. Et ensuite, l'optimisation, on a tendance à vouloir voir le parfait, le très beau. Et en fait, en général, on crée des process et des habitudes internes. Puis ensuite, très vite, on essaye de les améliorer, de les rendre meilleurs. On voit tout de suite les limitations de ces features qu'on vient de mettre et ces process en interne. Et en fait, parfois, bah, c'est pas la meilleure chose à faire. Il y a des trucs qui sont cassés et c'est cool qu'ils soient cassés. Donc, il vaut mieux les laisser casser plutôt que d'essayer de tout fixer le premier jour et de se focus sur ce que disaient Jean, c'est shipper des features et de la valeur pour les utilisateurs. En fait, c'est ça qui compte, quoi. Globalement, voilà, j'ai fait mon tour. Et je crois qu'il y avait le Q&A maintenant, Q&A. Ah oui,
il faut que les gens posent des questions, puis on balance ce truc superbe. Alors, la première main levée se prend un ballon dans le... Ouais. Attends, je vais essayer de pas shooter la lampe. Est-ce que vous pouvez parler de la manière dont vous organisez la com interne et dont vous communiquez avec vos équipes de manière plus ou moins régulière? Alors, la com interne, nous, comme tu peux t'en douter, ça a énormément itéré chez nous. Donc, c'était com interne, et tu disais au niveau de la communication dans l'équipe, c'est ça? Ok. Alors, je commençais par l'équipe technique. Nous, on a fait, en fait, un petit peu comme Arnaud le disait, donc on a implémenté du Scrum classique. On en est sorti, on a fait du Kanban, on est sorti, on a fait un peu un hybride entre les deux. C'est souvent ce que les gens font. Moi, je pense qu'il faut un petit peu. En fait, chaque équipe crée sa propre histoire. Il y a des tempéraments différents, comme tu le disais, il y a aussi des CTO différents. Enfin bref, tout le monde est différent. Et par conséquent, j'ai un peu du mal moi, avec les hardcore méthodologies où vas-y, on respecte le truc à la lettre et tout. Par exemple, un truc qui n'a jamais marché chez nous, c'était le poker planning. À chaque fois, ça générait plus de frustration qu'autre chose. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, on arrête en fait. Hein. Si vous jugez que ça sert à rien, je vais pas vous faire, ça va pas être la douloureuse toutes les semaines. Et du coup, donc nous maintenant la communication, avant, pour revenir là-dessus, on faisait des tables rondes, des stand-up et tout. Et au bout d'un moment, c'était trop fréquent, on les faisait toutes les semaines, ils se plaignaient un petit peu que du coup, on répétait un peu toujours la même chose. Alors maintenant, on le fait toutes les 2 semaines et on fait des rétrospectives d'équipe. Et en gros, c'est qu'est-ce qui est cassé, dans le sens qu'est-ce qui ne va pas dans l'organisation, qu'est-ce qui va mieux, parce que c'est aussi important de célébrer les choses où on a fait des améliorations. Et après, derrière, on part sur des plans d'action qu'on décide de façon collective. Toujours très important de placer le collectif au centre de toute la réflexion. Et au niveau pour les équipes, plusieurs choses. On a un channel sur Slack qui s'appelle Product Release, qui est, je pense, le channel le plus lu, parce que tout le monde attend les features un peu comme le Messi. Et à côté, moi, je fais une newsletter mensuelle, alors qui est pas hyper micro, parce qu'au fin de compte, les équipes Ops, elles s'en fichent un petit peu des détails techniques, des problématiques actuelles. Mais en fait, je reprends un peu la roadmap sur les 3 mois, admettons, si on a décidé une roadmap à 3 mois, et je dis, aujourd'hui, voilà, on en est là. Voici ce qu'on va shipper bientôt, voici ce qu'on vient de shipper, voici les KPI suite à ce qu'on a shippé. Et pour vraiment que toute l'équipe, au sens large, comprenne qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi c'est priorisé comme ça, et pourquoi on se bat, entre guillemets, là-dessus aujourd'hui. Et c'est hyper important parce que du coup, à côté de ça, moi, les devs, ils reviennent vers moi et me disent, ah, putain, c'est cool, là, parce que du coup, j'ai telle personne qui est venue me voir pour me dire, ah, c'est trop bien ce que tu as fait, et ce genre de choses. Et ça fait partie de la cohésion, surtout que les devs et le produit, surtout les devs en général, peuvent être assez rapidement un peu, je peux dire mis de côté, parce que c'est pas vrai, mais on va dire, souvent les gens vont se dire, je sais pas sur quoi ils bossent. Et du coup, ça permet en fait un peu tous les mois de remettre un peu le sujet sur la table. Et pareil, ils sont tous hyper fans de cette newsletter parce qu'une fois par mois, c'est ni trop ni pas assez. Et ça permet d'être très concret sur ce que l'on fait en termes de plus-value pour le produit. Et eux, ça les motive en se disant, c'est génial, j'ai cette nouvelle feature que je vais pouvoir pitcher à tel business qui me demandait ça depuis 2 mois. Là, je pourrais le rappeler, ça va être trop cool. Donc voilà. Nous, on utilise beaucoup GitLab. En fait, je l'ai pas défini, je l'ai pas dit, mais on a 50% à peu près de l'équipe tech qui est en remote. Donc, on a des développeurs à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Biarritz. Et donc, pour le recrutement, c'est top. Et en fait, ça crée quand même des contraintes, notamment celle de travailler en asynchrone. Donc, les réunions rétrospectives, on les a arrêtées la semaine dernière parce que ça scalait pas bien du tout. Avec les webcams, des pieuvres, des chouettes, des machins. C'est tout un tas de batteries d'utilitaires pour avoir des réunions à distance. C'est assez difficile à gérer. Donc, on a arrêté ça. Et en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup sur GitLab. Et on a créé un projet vide de code on utilise uniquement le système d'issue. Et en fait, les gens, c'est un peu comme un forum un peu à l'ancienne. Les gens vont poser leurs questions, leurs shame, leurs fame, un peu rétrospectif comme ça. Et ensuite, à l'issue des discussions, tous les vendredis, on close les sujets. On se voit avec le produit tous les lundis pour s'aligner sur la roadmap, le produit et les leads. Et ensuite, les métiers transverses. Donc, on a un DevOps à bord, on va bientôt avoir un QA Engineer, un Data Scientist. Et donc, en fait, on se regroupe tous pour se mettre d'accord sur la roadmap. Et le vendredi, pour le reste de la team, en fait, on fait souvent, d'ailleurs tous les vendredis, une product démo, donc qui reprend un peu les features qu'on a développées, qu'on a mis en prod.
on montre comment elle marche, pourquoi, quels sont les KPI qu'on veut faire évoluer grâce à ça. Et sur Slack, on poste, il y a des channels où à chaque fois qu'il y a une mise en prod, il y a les release notes qui sont publiques. Donc en fait, on invite tout le monde à venir lire les release notes de ce qui vient de passer. Et ça, c'est plus à côté, quoi. Enfin, les gens décident de le faire ou pas, mais voilà, quoi. Globalement, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Si, Oui. je vais directement au micro. Du coup, ma question c'était sur le recrutement, surtout sur le coût des 2 jours. C'était, est-ce que vous avez des stats sur le taux de succès, enfin, le nombre de gens qui abandonnent après les 2 jours ou pendant les 2 jours? Ouais. Et ça c'est la première question. Et la deuxième question c'est est-ce que vous le faites aussi pour le remote? Et ça se passe Ouais. Alors, hyper bonne, enfin intéressante question. La première était intéressante aussi, hein, mais en fait, on a très peu. C'est souvent à notre initiative l'abandon post rétrospective. Et ça, c'est un truc qu'on observe plus à la tech que dans les autres départements à Comet. Donc en fait, j'ai pas de stats précis, mais je pense qu'il y a à peu près 2 personnes sur 3 qui passent la période d'immersion. Je ne me rappelle plus exactement de toutes tes questions. Avant, il y a 2 process. Le premier, c'est un call un peu informel, humain, où le but, c'est pas de savoir si on peut être pote avec lui, mais plus de savoir si culturellement, il y a un fit qui se crée au téléphone, si le gars est intéressant. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est la passion, en fait, parce que finalement, on fait un métier de passion et il faut être passionné pour le faire. L'intérêt avec le projet aussi. Est-ce que le freelance, c'est quelque chose qui retentit? Et puis le deuxième call, c'est purement technique. Donc il y a un test écrit et un petit devoir à faire, on va dire, donc écrit à la maison, puis un débriefing avec le lead en charge, donc front ou back-end. Et ensuite, il y a l'immersion. Donc en fait, il y a beaucoup déjà d'écrémage avant. Et l'immersion, c'est un peu la dernière étape. L'immersion, en fait, ce qu'on fait, c'est que chaque équipe qui a à Comet rencontre le candidat, lui pitch la vision, la stratégie, les ambitions de Comet. Et ensuite, on ne demande pas que ce soit des entretiens d'embauche, on demande aux gens de la team, tous très c'est pas forcément que des devs, de remplir un petit typeform sur lequel ils vont nous dire, bah voilà, je l'ai senti assez curieux, ou alors en fait, c'est bizarre, je vais parler de ça, j'ai essayé de le piquer un peu sur un truc, il m'a pas posé de questions, ça me paraissait assez bizarre. Quand je lui ai dit qu'on allait faire des babouches connectées, il a pas tiqué. Donc en gros, on essaye de les challenger un peu, mais pas, c'est pas méchant. Et puis voilà. Et en gros, la deuxième question, c'était, et pour le remote, alors nous, sur les profils remote, ils passent tous ici, et on les fait venir, on leur paye les billets de train, et on leur demande de se déplacer, on leur paye un Airbnb si nécessaire, et donc ils viennent sur place. C'est nous qui finançons, mais il faut qu'ils fassent l'effort. Ouais. Et en fait, très honnêtement, on a un très très gros taux de succès sur l'immersion. C'est-à-dire que pré-immersion, c'est rare que quelqu'un dise bah non, franchement, ça me saoule, j'ai d'autres process qui sont plus intéressants. C'est vraiment très rare, je ne crois pas l'avoir vu d'ailleurs. En revanche, post-immersion, 100% des gens qui sortent sont très motivés pour nous rejoindre. Parce qu'ils ont vu en fait toute la machinerie de l'intérieur. Et en fait, on leur pitch aussi en leur disant, on ne pense pas qu'en un entretien de 2 heures, tu puisses avoir une vision parfaite de la stratégie de la boîte que tu vas rejoindre. Alors qu'en passant 2 jours dans les bureaux, bah, tu rencontres les gens, tu déjeunes avec eux. Et nous, pour la partie tech, l'immersion, on fait systématiquement du peer programming. Donc en fait, en remote ou sur site, mais on fait systématiquement, je dis en remote avec nos devs remote, mais on fait systématiquement une heure ou deux de peer programming pour voir un peu avec des problématiques réelles en fait du dev quoi. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Mais voilà. Et c'est pas un frein en fait. Hein. Il y a peu de gens. On a un dev en Corse aussi, je l'ai oublié, mais il est là, il est en Corse. Rapidement pour la partie recrutement, je ne l'ai pas trop étayé dans la presse. Nous, en fait, sur la partie recrutement, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, au-delà de tout l'aspect entretien technique, où je pense qu'on a beaucoup de choses en commun sur le process, donc je peux revenir dessus, nous, en fait, on fait des binômes de gens qui ne sont pas dans la tech évidemment, parce qu'il faut quand même travailler ensemble, mais pas que. Ils vont justement rencontrer la personne et c'est purement de l'entretien de fit et on arrive un peu sur la même décision au final. C'est est-ce que, comment vous l'avez senti? Nous, on aime bien poser la question de est-ce que tu pourrais prendre une bière avec cette personne? Et en fait, ça te donne tout de suite, tu vas vite savoir si tu as envie de bosser avec lui ou pas. Si tu te dis, ah non, je pense que je prends une bière avec lui, je me fais chier au bout de 10 minutes, tu n'auras pas envie de bosser avec lui non plus. Donc, du coup, ça les crème assez rapidement. Et encore une fois, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il faut vraiment que le fit soit naturel, qu'on ait vraiment envie de travailler avec cette personne-là.
Et ce que l'on fait, c'est qu'à chaque nouvelle arrivée chez nous, alors nous, on ne fait pas les 2 jours de réadmission. Je pense que c'est une très bonne idée, il faudra qu'on essaie. Mais nous, ce que l'on fait, c'est a posteriori, une fois que la personne a signé, nous rejoint. Là, pour le coup, pendant la première semaine, on le fait rencontrer toutes les personnes de la boîte quasiment. Donc, quasiment de moins en moins maintenant, parce qu'on est 60. Mais au moins, tous les services, c'est une voire plusieurs personnes. Et ça, en fait, c'est vachement bien pour une raison toute simple, c'est que du coup, les gens, ils comprennent notre métier complètement, et ils comprennent comment on fonctionne, et tout de suite, quand ils commencent à avoir leurs premières tâches qui vont arriver petit à petit, ils vont vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est vraiment un super exercice. Juste ajouter un truc sur le recrutement. Il y a une question que Virgile, notre VP People, nous a amené dans le process, qu'on pose notamment aux gens qui rencontrent les candidats, et je vous la transmets parce qu'elle est vraiment cool. En fait, il demande aux gens qui rencontrent les candidats de se projeter et de faire comment on appelle ça, un pré-mortem en fait. Le pré-mortem, c'est ok, tu viens de rencontrer cette personne. Dans 3 mois, elle nous rejoint là demain. Dans 3 mois, elle décide de partir parce que ça lui plaît pas. Selon toi, pourquoi? Et en fait, on a des réponses vachement intéressantes, notamment sur les questions de challenge, notamment sur. En fait, c'est vachement intéressant parce que ça force aux gens qui rencontrent. Ça transforme l'entretien qui n'est pas du coup un entretien d'embauche, mais ça pose plutôt la question de comprendre pourquoi en fait ce recrutement n'est pas forcément une bonne idée ou quoi, sans poser directement une question de pourquoi tu le recruterais ou pas. Voilà, donc je vous transmets le truc, c'est vachement intéressant. Cette question. Au tout début, nous, on a fait beaucoup de recrutement direct. Ensuite, on est vite arrivé à un plafond de verre. On avait épuisé tout notre réseau. Donc, on a pris des cabinets, mais au début, on est parti très très vite sur les cabinets. Ensuite, on s'est dit, ça coûte vachement cher. Et en plus, le truc, c'est que ça défonce la marque employeur. Je sais pas, je vais pas les citer, mais si je vais les citer, il y en a un notamment qui s'appelle MobiSkills. Moi, j'ai une tonne de mails de MobiSkills dans ma boîte mail. Et je me dis, putain, mais s'ils nous roulent dessus en envoyant des mails, Comet, Recrute, etc. Alors je crois qu'ils sont quand même un peu plus smart que ça. Mais en fait, c'est la limite du cabinet, c'est que ça marche bien pour faire de la quantité. En revanche, pour garder une marque employeur et devenir aussi sexy qu'Algolia ou Google demain, je crois pas que le cabinet soit une solution long terme, quoi. En revanche, pour patcher un problème à court terme, c'est vraiment cool, c'est utile, quoi. Exactement, comme disait Arnaud, on atteint assez vite son plafond de verre. Donc au début, son propre réseau, le réseau des autres personnes qui viennent, on fait pas mal de cooptation à une période. Je pense qu'une bonne moitié, si ce n'est les 2 tiers, à une période de l'équipe technique qui était faite sur de la cooptation. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Moi, j'en suis un petit peu revenu de la cooptation parce qu'en final, on a souvent des clones. Et du coup, on a un gros problème après de mixité de parcours. Et quand on a, alors j'ai fait Epitech, hein, donc j'ai rien contre l'école, mais quand on a 80% des gens qui ont fait Epitech dans son équipe technique, bizarrement, on est tous d'accord sur la même décision, mais c'est justement un problème, c'est qu'on est un peu biaisé. Et du coup, moi je pense que ce qui est hyper important, c'est d'avoir des gens de différents backgrounds. Je pense qu'à refaire, je ferai exactement ce que tu as fait, à savoir directement recruter des gens de partout en France, plutôt que vouloir centraliser et du coup être dans dans le marché le plus tendu de France. Et, euh, et, et, oui, donc ouais, voilà, faire plus de remote, ouais, mais bon, c'est à peu près tout. J'avais une question sur le tout début en fait. Donc, pardon, il y a quelqu'un qui. Ah, pardon. Donc, ouais, j'ai une question sur le tout début où tu disais justement il faut dès le début mettre en place une certaine rigueur sur la manière de travailler, la manière de shipper et tout. Justement, au début, quand tu es 1 voire 2, que tu dois shipper à fond, qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le produit, comment tu combines le fait qu'il faut délivrer et puis à côté, peut-être faire des tests à un moment donné, peut-être rédiger une doc. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce qu'à ce moment-là, vous avez expérimenté aussi la possibilité de faire appel à des free parce que tu n'as pas forcément l'assise financière au début pour internaliser sur le long terme. Et j'ai une troisième, c'est tu disais qu'il faut se réinventer à chaque étape du métier et justement, qu'est-ce qui t'a aidé en fait à franchir les différentes étapes? Ouais, comme ça j'oublie
pas les questions. Alors, je parle des free d'abord parce que c'est le plus frais dans ma tête. On a consommé des free, on a consommé des free sur des métiers type le DevOps, où en fait pendant longtemps on a commencé à avoir des besoins DevOps pour nous structurer. Mais on avait plus besoin d'un pompier que vraiment d'un membre à part entière. D'ailleurs, on s'était toujours dit si on recrute un DevOps demain, il va bosser comme un fou pendant 2 semaines, et puis après, il va un peu s'ennuyer. Aujourd'hui, on a un DevOps full-time, mais le freelance nous a permis de combler des compétences dont on n'avait pas besoin full-time, en gros, pendant un certain temps, et ça nous a permis de grandir comme ça. DevOps, QA, tout ce qui est, même parfois si on a des sortes de spin-off dans le produit, ça peut être cool d'avoir un développeur comme ça. Je pense que ça, c'est une façon de consommer le freelance d'un point de vue de startup. Les grands groupes ont d'autres besoins, mais c'est très cool parce que ça permet de combler en fait un manque technique dans l'équipe. Alors ça, c'était ta deuxième question. Donc oui, la première, c'était... Comment tu fais pour être rigoureux dès le début quand Ouais. il faut shipper tout le temps? Alors, être rigoureux. Moi, je parlais des tests. C'est sûr que quand tu es tout seul et que tu dois shipper du code en production le plus vite possible, tu vas pas te mettre à multiplier par 2 ta vélocité juste pour écrire des tests unitaires sur un code que tu vas jeter 2 jours plus tard. Donc, il faut mesurer le truc. En fait, c'est un peu au feeling. C'est que par moment, tu te rends compte que tu crées des briques, par exemple, de paiement, qui sont des briques qui vont rester et qui sont corps métier. Et en fait, c'est là où, en gros, ça sert à rien d'avoir 100% de test coverage au début. En revanche, sur des briques métiers qui sont des briques qui vont perdurer, ça a du sens de les tester pour éviter les régressions, etc. et de les documenter pour pouvoir onboarder des devs demain dans l'équipe. Par exemple, il y a une bonne manière de répondre à la documentation à court terme, c'est en faisant des merge requests et en fait, en faisant des merge requests et en travaillant comme ça, en faisant du code review, en gros, t'as pas besoin d'écrire de doc à très court terme parce qu'en fait, il y a un partage de compétences qui se fait au moment où il y a des reviews de code qui se font. Donc ça limite, hein, quand tu commences à être 10 développeurs, ça suffit plus. Mais quand tu es 2 ou 3, c'est peut-être pas nécessaire d'écrire des documentations extrêmement complexes. Quand tu écris de la documentation, t'es pas obligé d'écrire la Bible non plus. Tu peux écrire des trucs très simples. Par exemple, nous, le début de la documentation qui nous a été très utile, c'est d'écrire et de poser tous les énums et toutes les valeurs des énums de la base de données. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de toucher à des valeurs, il se disait, putain, en fait, c'est quoi ces valeurs, à quoi ça sert, etc. Là, il y a un freelance, il est sur telle valeur dans tel truc, je comprends pas à quoi ça correspond, c'est pas bien défini, etc. En fait, rien que de lister très basiquement en fait le modèle de données à jour, certains critères dans la base de données, certains enums, etc. Ça répond, c'est déjà de la documentation qui répond au problème. Je crois que j'ai répondu. Alors très très rapidement sur tes deux questions. Donc la première c'était la documentation. Nous alors pour les tests, on n'a pas été très bons élèves au début parce qu'en gros nous ce qui s'est passé, historiquement quand on s'est lancé en janvier 2016, pendant grosso modo 8 mois on s'est cherché. C'est-à-dire qu'on a testé 4 business models différents et on avait un peu de thunes mis en perso plus un peu de love money et grosso modo, c'était tout. Et du coup, on était dans une contrainte de chaque euro compte. Et du coup, je me suis pas trop posé de questions. Donc, pas de test unitaire, que dalle. Ouais, j'étais un mec sympa pour les prochains. Et donc, après, bon, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de. Ça dépend de ton histoire, ça dépend de dans quelles conditions tu démarres. Est-ce que ça dépend de si ton business model, dès que tu le lances, c'est le bon et très rapidement, tu as ton product market fit. Nous, dès lors qu'en fait, on a trouvé notre product market fit, là, j'ai dit à tout le monde stop, on arrête de. Voilà, ça c'était avant, maintenant, on repart sur des basses scènes. Et très rapidement, en fait, on s'est mis dans une logique de dès que je touche à une feature, je la refacto, je fais des tests et je la documente. Et ça a bien fonctionné en soi. Hein. Donc, oui, on s'est créé une petite technique pendant un peu de temps. Mais au bout d'un moment, c'est comme je le disais dans ma presse, hein, on est tous passionnés, donc on dit tous, faut pas que je fasse de technique, mais en vrai, ce qu'il faut au début, c'est shipper. Et pour shipper, des fois, il faut prendre des raccourcis et essayer de prendre les raccourcis qu'on va le moins regretter plus tard. Hein. C'est toujours un peu le dilemme. Après, ta deuxième question, c'était C'est que tu disais que tu as dû te réinventer en fait à chaque étape de ton évolution et qu'est-ce qui t'a aidé justement à ouais. passer de dev à lead dev puis, Alors, deux choses. L'expérience, premièrement, parce que moi, j'ai fait beaucoup de mobile aussi. J'ai fait du back-end, j'étais full stack, j'ai géré des équipes. J'ai même fait un peu de Scrum Master à une époque. Donc, j'avais déjà un bon overview. Et après, c'est simple. Hein, j'ai beaucoup networké pour être en recherche active de feedback. Et du coup, j'avais à la fin constitué mon réseau de 2-3 CTO que je voyais assez souvent. Et je faisais mes devoirs. J'arrivais avec une presse en disant voilà, aujourd'hui, on en est là. Mes challenges, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai testé, ça marche plutôt bien. Je veux avoir ton avis. Ça marche pas du tout et j'aimerais avoir ton avis aussi. Pourquoi? Parce que moi, je me fais mon idée, mais
mais peut-être que tu as d'autres éléments à m'apporter. Et quand tu étais, quand étais dans ma position, qu'est-ce que tu faisais? Et ça, je l'ai fait beaucoup, je le fais un peu moins maintenant parce que c'est des phases un peu plus longues, on va dire, mais avant, c'est vrai que tout va tellement vite, on a une learning curve qui va aussi vite que sa croissance au début. Et du coup, mais c'est ça, franchement, c'était vraiment le conseil que je donne le plus, c'est soyez pas timide, surtout dans la tech, parce que dans la tech, les gens sont très bienveillants. Et du coup, qu'on vienne avec ses échecs, ses questions, ses doutes, n'importe qui, au même titre que moi je le fais maintenant avec plein de personnes que je vois aussi en one-to-one, et je le fais avec grand plaisir parce qu'en fait, j'étais dans les mêmes, enfin, je suis toujours dans cette position-là, mais à un différent stage maintenant. Mais quand j'étais à leur place, j'étais hyper content d'avoir un mec un peu plus expérimenté qui allait m'aider à me structurer. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, c'est ce que je dis souvent sur d'autres thématiques du type comment tu gères ton temps. Moi, je dis, n'oubliez surtout pas deux choses. Premièrement, c'est d'avoir une vie perso, parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Donc, si vous démarrez en sprint absolu dès le début, bah, good luck. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'on part toujours de faire grossir votre boîte, faut scaler, comment t'as bien, enfin, scaler, ça tourne en boucle. Au bout d'un moment, on s'oublie un peu soi-même. Et c'est hyper important qu'en fait, bah, on est la personne qui va faire scaler un bout de l'entreprise, en plus de la stratégie de l'entreprise. Et bah, il faut aussi que nous, on prenne un peu le temps aussi pour un peu se former, pour se faire coacher et pour échanger. Et ça, c'est quelque chose. Et pour moi, il n'y a pas de règle. Il faut le faire le plus tôt possible. Parce qu'en fait, chaque échange que vous allez avoir va vous permettre potentiellement d'anticiper des erreurs que vous pourriez faire à tous les niveaux, recrutement inclus. Je crois qu'il y avait une question par là-bas. Il faut jeter le ballon. Casse-pas les vies. Ouais, alors, c'est bon? C'est dans le truc noir qu'il faut parler. Ouais. Ah, d'accord. Il y avait un peu de ma question dans la précédente, donc c'est bien. En fait, moi, j'avais deux questions sur le tout premier recrutement. C'est-à-dire, d'une part déjà, est-ce que le tout premier recrutement, c'est d'abord une personne qui va compléter le travail, ou est-ce que c'est directement deux ou trois personnes complémentaires qui vont pouvoir créer quelque chose de cohérent? Et la deuxième question, c'est, un tout premier recrutement, en général, on a déjà fait plus ou moins plein de trucs tout seul. Et comment se gère la transmission du savoir? Alors, est-ce qu'on a tout fait bien propre, justement, il y a de la doc et tout, ou alors est-ce qu'il y a tout un travail pour bien transmettre la base? Je dirais que déjà, la première question sur le tout premier recrutement, ça dépend beaucoup du business. S'il y a de la notion de, par exemple, des boîtes qui ont une appli mobile, puis une version web du site, bah, ça va conditionner quand même, et puis en fonction des skills perso qu'on a, ça va conditionner quand même les premiers recrutements. J'ai besoin aussi de couvrir des domaines de compétences sur lesquels je suis un peu léger pour prendre le relais, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse absolue à ça. En revanche, moi, mon conseil, c'est de ne pas chercher à avoir des hommes orchestres qui font tout, en fait, des hommes ou des femmes orchestres qui font tout, dans le sens où il vaut mieux trouver des experts dans des domaines, quitte à ce que, en fait, ce soit. Je dirais que c'est assez bizarre parce que selon moi, ça doit être un expert un peu aventurier, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui est très bon dans un domaine, qui vient combler un problème de mon spectre de compétences, mais qui est quand même vachement chaud pour tester des trucs et aller s'aventurer dans, dans des trucs qu'il ne sait pas forcément faire à court terme. Parce qu'en fait, au début, on a besoin un peu de cette notion de full stack, nous, qu'on appelait. On avait du front et du back, donc on faisait du React au tout début, React, et ensuite on faisait du Node. Ensuite, on est passé sur Vue.js. La raison pour laquelle on a fait ce shift, c'est parce que les développeurs back-end, ils sont vachement plus à l'aise avec le template moustache, du HTML, CSS, plutôt que d'utiliser du JSX et des trucs un peu complexes de React. Et qu'en plus de ça, ça nous créait beaucoup plus de problèmes que de solutions à court terme. Donc on a fait ce shift-là. Et en fait, on cherchait quand même des développeurs back-end, mais qui avaient envie de faire un peu de front-end. Donc je crois que je me suis un peu perdu dans la réponse, mais en gros, pour moi, l'idée, c'est ça, c'est de pas forcément de trouver des skills qui sont complémentaires, de pas forcément aller trop loin de ça et de trouver des gens qui savent tout faire, parce que demain, ils vont pouvoir se spécialiser. Parce que, en gros, les développeurs full stack du début sont devenus des fronts et des backs. Et avoir des entrepreneurs partout dans une équipe, c'est super cool les premiers mois, mais ça devient vite très chiant parce qu'en fait, très rapidement, on a besoin d'experts et pas de mecs qui savent tout faire. Et donc ça, faut l'anticiper dès le début. Euh, dans les premiers recrutements, voilà, c'est des gens qui ont quand même une compétence principale. Alors nous, c'est un peu différent, c'est que
j'ai quasiment commencé Day One avec 6 développeurs. Parce qu'en fait, à Epitech, pour ceux je sais pas, qui sont très familiers avec l'école, il y a ce qu'on appelle l'EIP à la fin. Donc, en gros, c'est un projet sur 2 ans avec minimum 6 étudiants. Et c'est soit un projet de création de projet, soit ils vont monter un projet en relation avec une boîte. Donc nous, on était dans le deuxième scénario. Et du coup, on a eu le top promo troisième année qu'on connaissait parce que mon associé, son petit frère était en troisième année à ce moment-là, il faisait partie du top promo. Moi, j'avais déjà bossé avec lui avant sur une autre boîte. Du coup, on lui a dit, tu viens avec tes 5 meilleurs potes. Et du coup, bon, ça, c'était assez top. Et alors, du coup, après, donc c'est un peu délicat, c'est que moi, je ne vais pas les inclure dans les premiers recrutements parce que on a monté la boîte quasiment ensemble au niveau de l'aspect technique, quoi, from day one. Après, justement, moi, comme c'était des mecs assez juniors, ce qui était génial, c'était les 9 premiers mois, on s'est cherché. En fait, moi, pour tester des choses, j'avais pas de problème, quoi. Genre, je dis, ok, fine, on est 6, enfin, 7 avec moi. C'est pour ça qu'on a pu tester 4 business models très rapidement, et ça, c'était vraiment une méga force. Après arrive ça y est, j'ai mon product market fit, donc on va arrêter de faire du code jetable. Et on va essayer de réutiliser des choses qu'on a déjà faites aujourd'hui, les cleaner, les remettre en état pour avoir plus une démarche de long terme et de scale. Et là, justement, moi, un des tout premiers recrutements que j'ai fait, c'était encore un pote qui était chez Microsoft avant. Et alors, pour la petite histoire, il avait été chez la boîte d'agenda qui était fait par Microsoft 100 millions. Non, l'autre. Sunrise, merci. Il était chez Sunrise, back-end développeur. Du coup, il a été chez Microsoft. Il avait travaillé sur le back-end JS de Outlook. Donc ça va en termes de scale. Et puis, il avait envie de partir, retourner en startup. Et j'ai dit, guess what. Et du coup, il est venu. Et ça a été génial parce que c'était un mec qui était. Il avait fait beaucoup de mobile, il avait fait du web, passionné à fond de Node.js. Du coup, c'était top. Et en gros, en fait, je lui ai dit, ta mission, c'est simple. Tu vois, l'équipe aujourd'hui qu'on a, c'est des mecs géniaux parce qu'ils ont la dalle, ils sont juniors, et juste seniorise-les, quoi. Et du coup, il a fait ça. Là, il est parti récemment parce que, du coup, il est sur le marché du travail. Il est parti récemment parce que ça faisait 2 ans qu'il était avec nous quasiment. Et en gros, il m'a dit, voilà, en fait, les mecs, je leur ai donné tout ce que je pouvais leur donner. Ce qui fait que ces mecs-là, les 6, moins 2, parce qu'il y en a 2 qui sont partis entre-temps, mais les 4 sont devenus vraiment la core team. Et malgré qu'ils soient juniors, ils ont vraiment inspiré toutes les compétences qu'ils pouvaient en 2 ans. Donc, pour leur âge, ils sont franchement très très bons. Et du coup, lui, son rôle, c'était ça. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de science, il n'y a pas de. Voilà. Moi, je l'ai fait parce qu'au début, j'ai démarré avec 6 personnes, j'avais un besoin urgent de senioriser les gars. Du coup, j'ai pris un mec qui les a seniorisés. Et maintenant, là, je suis dans des problématiques un peu plus, comme tu disais tout à l'heure, où j'ai une core team, j'essaie de rajouter des gens qui ont un background complètement différent, qui ont vu des choses différentes, voire même des technos différentes, pour justement qui nous change, quoi. Si vous deviez partager avec nous un outil, une méthodologie qui vous a sauvé la vie à un moment dans votre évolution. Pas forcément qu'à la tech, je dirais GitLab nous a sauvé la vie parce qu'en fait, on a tout centralisé et maintenant on a onboardé toute la team Comet sur GitLab. Donc nous, en fait, ce qui est cool avec GitLab, c'est contrairement à GitHub où c'est assez cher en fait. Je ne veux pas parler d'argent, mais je veux dire mettre de la CI, il faut passer par un service tiers. Enfin, je sais plus si c'est encore comme ça, mais GitLab, ce qui est cool, c'est on-premise, tu l'installes, tu as tout, et tu peux développer tout ce que tu veux dessus. Enfin, c'est vachement open source, tu peux tout faire. Donc nous, on a tout onboardé dans GitLab, on utilisait Trello, on utilisait plein d'outils, on a tout mis dans GitLab. On utilise la gestion de projet de GitLab et c'est parfait. Et le deuxième outil, c'est pas un outil qui aide les tech directement, mais qui aide plutôt toute la boîte, c'est Metabase. En fait, c'est un outil qui permet de faire de la data vise sur la base de données. Donc en gros, c'est pareil, un outil SaaS. On lui donne un accès à la base de données et on peut poser des questions. C'est en fait des requêtes SQL. Et Metabase est conçu pour afficher les résultats de manière très visuelle. Et ça permet de faire des dashboards de data. Et ça donne l'accès à la data à n'importe qui dans la boîte. Enfin, c'est théorique, parce qu'après, il faut que les gens aient envie d'aller chercher ces data. Mais au moins, techniquement, ça enlève toutes les limites. Et c'est très cool, parce que la data devient très vite le nerf de la guerre, en fait. Et il n'y a jamais de fin dans ce que tu peux tirer de la data, donc avoir un bon outil qui peut te permettre de le faire, c'est assez cool. Ouais. Oui, donc 2 outils. Metabase, je le mets en numéro 1, mais alors by far. Nous, on est en train de le remplacer par Chartio.com, qui pour le coup n'est ni open source ni gratuit.
mais beaucoup plus puissant parce que le problème de Metabase, c'est que tu es très très rapidement obligé de faire du SQL. Et du coup, nous, on a fait des formations SQL internes, donc on a quelques champions du SQL maintenant, mais ça ne scale pas, encore une fois, on est 60, donc maintenant, il faut qu'on commence un peu à réfléchir à l'avenir, au niveau de nos outils, j'entends, du coup, maintenant, on a mis en place un data warehouse. Donc l'intérêt d'un data warehouse, c'est que ça permet de normaliser la donnée pour qu'elle soit facilement analysable. Et on a mis Chartio, qui est un query builder absolument génial, qui permet de faire des requêtes monstrueuses sans faire de SQL, juste en cochant des cases et avec des champs. Et ça a permis de faire scale toute la partie data analyse, où mon data scientist en interne, qui était avant à 50% data analyst, et moi ça me rendait malade quand je voyais l'importance de ces sujets à traiter, qui étaient, je ne vais pas dire parasités, mais on va dire quand même relativement sollicités sur tous ces chantiers un peu d'analyse de données quotidiennes. Et le deuxième, c'est Airtable. Alors ça, en fait, ça a été un peu une découverte. Un manager, head of product, en fait, on a tout fait. On a fait Trello, on a fait Jira, on a fait des issues Git, on a tout fait. Et à chaque fois, j'étais frustré parce que Trello, trop simpliste. Jira, j'en parle même pas. C'était l'inverse opposé. Du coup, même moi, j'avais plus envie d'y aller. Je me suis dit, alors, si même moi, j'ai plus envie d'y aller, j'imagine même pas les devs. Et au final, on cherchait un truc. On a fait un peu de Notion aussi. Alors, Notion, c'est très bien jusqu'au jour où on met tout dessus et qu'on s'y retrouve plus. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et en fait, on est tombé un peu par hasard sur Airtable. Et en fait, Airtable, bah, maintenant, on a mis l'ensemble de leur roadmap produit et tech, on a réussi à merger. C'est hyper puissant. Ils ont une super API, on peut intégrer plein de choses dessus. Et voilà, nous, sur le produit et la tech, ça fait l'unanimité. Genre, tout le monde est complètement conquis par Airtable. Et là, maintenant, je suis en train de montrer ça aux autres services pour que, justement, on ait une instance de gestion de projet, de roadmap, de tâches, enfin bref, de tout, qui soit centralisé dessus. Alors ça coûte un peu d'argent, mais franchement c'est worth it. Airtable. J'avais un truc à rajouter aussi pour les teams remote, c'est Zoom. En fait, c'est le seul outil qui permet de partager son écran et de se filmer en même temps, ce qui est quand même indispensable. Mais en réalité, on a testé Hangout, on a testé Skype, on a testé tout Slack, etc. On n'a pas trouvé de truc beaucoup plus aussi fiable et optimisé que Zoom pour les calls vidéo. Donc je vous le conseille, c'est quand même important d'avoir du bon matériel et tout pour les remotes. Et l'interface est nulle, ouais. Mais l'outil est fou. Ah, Pierine, ouais. Mais Zoom, c'est quand même mieux. Enfin, Il y a une question là-bas. Je pense qu'on. Enfin, je ne veux pas vous frustrer, mais peut-être qu'on va dire que c'est la dernière question, à moins qu'il y ait. Je sais pas s'il y a d'autres questions après. Bon, bah, on peut faire les deux dernières questions. Alors, manifestez-vous maintenant si vous avez une question. Ok, on fait deux dernières questions. Ça va? J'ai pris les devants. Elle est où, Sacha? Ok, bon, on va dire que c'est bon. Ça va si on fait deux dernières questions? Ouais, après, on peut prendre une bière tous ensemble et discuter. Voilà. Déjà, merci pour le talk. Je voulais savoir si vous aviez un indicateur pour savoir à partir de quel moment vous pouvez engager des devs en remote. Parce que les 2-3 premiers, c'est compliqué parce qu'il y a des échanges hyper rapidement, hyper souvent. Et est-ce que vous avez un indicateur autre que. Enfin, à mon sens, c'était. Il y a un PM, et donc du coup, il y a un process. Est-ce que vous avez d'autres visions de ce problème-là? Je crois que Sacha te fait des signes pour que tu te rapproches. Je n'ai pas d'indicateur. J'essaie de me rappeler le premier dev remote qu'on a eu et je pense qu'en fait, c'était un dev qu'on avait in-house sur site qui a décidé de vivre à Bordeaux et donc il nous a challengé en disant bah voilà, et nous on voulait pas se séparer de lui et en fait on le savait quand il nous a rejoint, c'est-à-dire qu'en fait on savait que cette question allait se poser et moi je suis un fervent passionné du remote donc j'ai tendance à me dire upfront que j'ai envie de tout tenter quitte à vivre la pire expérience et après de me dire bon en fait c'était une connerie. Et au final on l'a fait, on a beaucoup itéré, ça nous a coûté beaucoup d'énergie on va dire, mais on regrette pas du tout parce que pour les recrutements c'est très cool. Donc en fait nous on a eu cette chance là d'être un peu bousculé par la team. Je pense que quand ça s'est fait on avait un product et on était 3 développeurs. C'est à peu près les premiers moments où on a bossé en remote. Moi je dirais juste qu'il vaut mieux le faire trop tôt que trop tard. Parce que quand on a une team déjà construite, il faut vraiment former les gens en remote. C'est vraiment un process dans l'onboarding chez nous.
Et je parle de ça parce que, par exemple, on a une tendance fâcheuse à discuter à la machine à café, à prendre une décision. Et oh putain, on est hyper excité, il y a un problème à régler, on a pris la décision, on est déjà en train de coder la solution. Et 3 jours plus tard, il y a un type qui arrive et qui dit mais je comprends pas, j'essaye de faire ça, puis ça marche plus, puis je comprends pas, le code a changé, j'ai des conflits partout. Ah ouais, en fait, on t'a pas dit, mais on avait changé le truc. Bon, bah désolé, maintenant tu le sais. Et en fait, ça, c'est hyper frustrant. Et c'est les premiers problèmes à vraiment résoudre avec le remote, plus que Donc, nous, on avait mis une base simple, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, qui était 3 jours au bureau toutes les 3 semaines, financé par Comet. Donc, en gros, euh, pas de problème avec le remote. Mais par contre, le remote, c'est mortel pour avoir un tunnel d'exécution hyper optimisé. En revanche, c'est tout pourri pour créer une culture d'équipe et de la créativité entre les gens. Donc en fait, il faut des contacts physiques. Et 3 jours toutes les 3 semaines, c'était une règle simple à retenir pour permettre que les gens reviennent régulièrement. Puis très vite, il y a eu 2, 3 remotes. Donc en fait, ils sont revenus en même temps. Donc on leur prenait un Airbnb, puis c'était cool. Puis ça motivait aussi beaucoup de bière après le taf. Donc en fait, ça créait vachement une ambiance où c'était un peu les cousins d'Amérique qui revenaient à la maison. On faisait la fête et c'était sympa. Et en fait, très vite, ce truc s'est instauré. Et donc, on n'a pas du tout souffert de la culture. Je pense que si aujourd'hui, on se disait, bon, ok, on va faire du remote, on souffrirait vachement parce qu'en fait, on n'aurait pas cette espèce de truc très naturel qui se crée quand il y a un gars, puis 2 gars, puis 3 gars. Et en fait, on serait obligé de processer énormément, on aurait peur. Quand on est 10, on commence à avoir une certaine vélocité dans l'exécution et on a très peur de l'abîmer en fait, en changeant des trucs structurels comme ça. Donc, bah, forcément, on est plus sur la défensive. On se dit, ouais, remote, mais moi, je veux quand même. Enfin, c'est tout un autre sujet. Je pourrais en parler des heures, donc je vais m'arrêter. Mais le remote, c'est vraiment pas juste dire aux gens, c'est cool, on va faire du remote. C'est vraiment une habitude, autant pour les gens sur site que sur les gens en remote. Ça prend du temps. C'est vachement prenant et c'est assez compliqué finalement à mettre en place. En revanche, les bienfaits sont vraiment géniaux parce que même les gens qui sont sur site apprennent à travailler avec des gens à distance. Et en fait, si on réfléchit, si on est une boîte qui grandit et qui devient une super boîte, un jour ou l'autre, on va avoir des bureaux. Nous, on a ce problème, là, on cherche des bureaux. Ici, ça fait quasiment 500 mètres carrés. Les prochains bureaux, on va demander peut-être 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés sur un plateau sur site au même endroit, c'est hyper compliqué. Donc, en fait, souvent, on voit des bureaux, c'est 2 étages. Si c'est 2 étages, en fait, c'est un peu du remote parce que le gars qui est au rez-de-chaussée ou celui qui est au premier, il se parle pas tout le temps. C'est moins compliqué que d'être à Bordeaux, mais c'est quand même un peu du remote. Donc, en fait, tout ça pour dire que plus c'est tôt, en fait, le faire trop tôt, c'est moins grave que le faire trop tard, je pense. Très rapidement, parce que Cyril me fait des signes que les bières arrivent. Non, très rapidement, en fait, alors, nous, en fait, on a eu la contrainte qu'on a un business, on est une marketplace, mais on a un business qui est ultra local, hein, parce qu'on on rencontre l'ensemble des gens qui travaillent sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on a des bureaux à Londres, on a des bureaux à Lyon, et évidemment, on a des bureaux à Paris. Et que du coup, on avait cette contrainte de, quasiment depuis le début, de devoir justement garder un team spirit et une culture d'entreprise qui soit la même sur les différents bureaux, surtout que quand on a 40 personnes, même un peu plus à Paris, 3 personnes à Lyon et 10 personnes à Londres, il faut que tout le monde se sente dans la même boîte. Et c'est franchement un challenge du quotidien. Et du coup, bah, au final, on a juste répliqué cette contrainte aussi sur l'équipe technique où l'ensemble des process organisationnels étaient remote first. Donc ça ne veut pas dire, ouais, si on fait du remote, ça va aller. Non, non, non. C'est comment, en gros, c'est que tout doit être documenté, toute communication doit être non verbale. Et justement, en fait, que s'il y a qu'on fasse des comptes rendus de réunions, si on fait des réunions en physique, comme ça, en fait, n'importe qui, nous, ça nous arrive pas mal. Par exemple, j'ai un de mes